Alors, il y a une autre façon de faire la culture, hein. C'est ce qu'on est nombreux à défendre, et notamment dans cette salle, c'est l'éducation populaire. Alors, je dis tout de suite, l'éducation populaire a un problème. C'est son nom. Parce que si je vous dis éducation populaire, vous entendez tout de suite éducation du peuple, hein. Vous savez, il y aurait une élite éclairée qui serait chargée d'éduquer le bas peuple. Non, non, ça c'est le trip de la démocratisation culturelle, hein. Ce n'est pas celui de l'éducation populaire. Non, non, l'éducation populaire, c'est une éducation dont la forme est populaire. C'est-à-dire qui se donne pour objectif de créer les conditions pour permettre aux individus de s'éduquer ensemble, hein. Personne n'éduque personne, hein. Personne ne s'éduque seul, hein. Les individus s'éduquent ensemble, hein, par l'intermédiaire du monde, hein. Ça, c'est une phrase de Paulo Freire, pédagogue brésilien. Ce qu'il veut dire par là, personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les individus s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde, hein, c'est qu'en fait, hein, le travail de l'éducation populaire, hein, c'est de créer les conditions pour que nous puissions nous enrichir mutuellement de nos cultures. Nous ne sommes pas du tout en déficit de culture, nous sommes tous en excès de culture, nous en savons plus qu'on est autorisé à en dire ou à en faire, hein. Et que cette culture, ce sont nos expériences, c'est la culture ouvrière, c'est la culture féministe, c'est la culture paysanne, c'est la culture du réfugié qui traverse la Méditerranée pour venir s'installer en France. Et que le travail de l'éducation populaire, c'est qu'on s'enrichisse de ces cultures, donc de ces expériences, donc de ces savoirs. Il y a quelques années de ça, je travaillais dans un centre social et avec des amis, nous avions créé ce qu'on avait appelé des racontoirs. C'était des espèces de cercles de parole où les gens venaient et où ils se racontaient. Ils racontaient leur rapport aux institutions, leur rapport au travail, leur rapport à l'école, leur rapport à la domination. Ce qui était génial, c'est que dans ces espaces où les gens venaient et se faisaient en quelque sorte le conteur ou la conteuse de leur propre histoire, hein, où on faisait le pari du témoignage, c'est qu'on retrouvait tout autant des employés, des ouvriers, des travailleurs sociaux, des profs, hein, et on faisait un travail culturel de gauche. Toujours selon le même principe, hein. On avait inventé une méthode, c'était la méthode du râteau. Alors, c'est quoi cette méthode du râteau, R-A-T-O? C'était un processus en 4 étapes. R comme récit, A comme analyse, T comme transformation et O comme œuvre, mise en œuvre. La première étape, c'était donc celle du récit. Les gens venaient, ils se racontaient. L'idée, c'était d'entendre de la bouche des gens qui vivaient les problèmes justement. La deuxième étape, c'était celle de l'analyse. Tout ce qui avait été raconté, ce récit, ces témoignages, on allait essayer de leur attribuer du sens politique. On allait essayer de comprendre que ça racontait d'un point de vue politique. Et on allait à ce moment-là se construire un savoir collectif qui allait être utile pour l'action ultérieure, hein. L'étape de l'analyse. La troisième étape, c'est celle de la transformation. On allait imaginer ensemble les transformations à mettre en œuvre, en lien avec le sujet qu'on avait étudié depuis le début du processus, hein, les transformations à mettre en œuvre pour lutter contre les dominations, pour rendre ce monde plus habitable, hein. Et puis la quatrième étape, c'était l'étape de la mise en œuvre. Ensemble, on créait un objet d'interpellation publique, on créait une œuvre. Ça pouvait être une pièce de théâtre, ça pouvait être une conférence gesticulée collective, ça pouvait être une exposition photo, ça pouvait être un documentaire. Et avec cette œuvre, on allait à la rencontre du public, on faisait débattre, on ouvrait notre réseau d'alliés pour tenter de transformer les choses. Des transformations parfois aussi minimes soient-elles, mais qui nous donnaient de la puissance d'agir. Alors par exemple, on a fait tout un travail avec des chômeurs et des chômeuses, hein, qu'on avait conviés et ils avaient raconté. Ils avaient raconté ce qu'ils vivaient. Et en partant de ce récit toujours, hein, on partait toujours du récit, du savoir chaud, hein, on avait essayé de comprendre collectivement ce grand mensonge. On avait détricoté le truc à l'envers, hein, et on avait essayé de dévoiler le mensonge. C'est quoi ce mensonge? C'est l'idée que pour le pouvoir, le chômage serait un problème. Vous savez, quand les hommes ou femmes politiques ou les chefs d'entreprise s'invitent sur les plateaux de télé pour pleurer sur les chiffres du chômage, hein. Et en fait, on avait réussi à comprendre que dans une société capitaliste, les dysfonctionnements ne sont pas des erreurs, mais des lois. Et que le chômage n'est pas l'absence de rationalité du système capitaliste, il en est sa rationalité même. En fait, pour exister le capitalisme,
il a besoin du chômage. Il a besoin d'avoir une armée de travailleurs de réserve, comme l'appelait Marx, pour pouvoir justement mettre la pression sur le dos de ceux et celles qui sont à l'intérieur de l'entreprise et pour rendre indiscutable le travail, alors que toutes les conditions historiques sont réunies pour rendre discutable le travail. Mais c'est bien le chômage qui empêche la délibération sur les conditions de travail. Et que donc, pour le capitalisme, le chômage n'est pas un problème, mais la solution.